Chronique de l'invisible, épisode 2. La douleur chronique et les réseaux sociaux entre soutien et désinformation. Bonjour et bienvenue dans Chronique de l'invisible. Je suis Corinne Cliquet, infirmière diplômée d'État depuis 1994, titulaire d'un diplôme universitaire en éducation thérapeutique du patient et patiente ressource en douleur chronique. Ce podcast, je le fais parce que la douleur chronique existe, qu'elle est réelle, qu'elle touche en France plus de 12 millions de personnes et qu'elle reste en... Chronique de l'invisible, épisode 2. La douleur chronique et les réseaux sociaux, entre soutien et désinformation. Bonjour et bienvenue dans Chronique de l'invisible. Je suis Corinne Cliquet, infirmière diplômée d'État depuis 1994, titulaire d'un diplôme universitaire en éducation thérapeutique du patient et patiente ressource en douleur chronique. Je suis aussi la fondatrice de l'association Sérénie Café. Ce podcast, je le fais parce que la douleur chronique existe, qu'elle est réelle, qu'elle touche en France plus de 23 millions de personnes et qu'elle reste encore trop souvent invisible aux yeux du monde. Invisible aux yeux du corps médical, invisible aux yeux des employeurs, invisible aux yeux des familles, invisible aux yeux de la société. Chronique de l'invisible, c'est un espace pour dire les choses telles qu'elles sont, sans filtre, sans langue de bois, sans fausse douceur. Parce que les personnes qui vivent avec une douleur chronique n'ont pas besoin qu'on les ménage, elles ont besoin qu'on les entende. Aujourd'hui, on parle des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ces espaces numériques où des millions de personnes malades se retrouvent chaque jour, s'entraident, témoignent, cherchent des réponses, partagent leur quotidien. Et aussi parfois se perdent, se blessent, se laissent embarquer vers des promesses qui ne tiennent pas. Parce que les réseaux sociaux, pour une personne qui souffre de douleurs chroniques, c'est à la fois une bouée de sauvetage et un terrain miné. Un espace de communauté et un espace de manipulation. Un lieu de parole et un lieu de désinformation. Et dans cet épisode, on va explorer tout ça ensemble. Sans simplifier, sans diaboliser, sans non plus idéaliser. Parce que la réalité, comme toujours avec la douleur chronique, est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut bien nous dire. Partie 1, la solitude de la douleur chronique et pourquoi les réseaux sociaux ont comblé un vide immense. Pour comprendre pourquoi les personnes atteintes de douleur chronique se tournent massivement vers les réseaux sociaux, il faut d'abord comprendre dans quelle solitude elles vivent. La douleur chronique, par définition, c'est une douleur qui dure au-delà de 3 mois, selon la définition médicale. Une douleur qui persiste alors que la blessure initiale est censée d'être guérie. Ou une douleur qui s'installe sans qu'il y ait eu de blessure identifiable. Le signal d'alarme du corps s'est bloqué en position allumée. Et la douleur est devenue une maladie en elle-même, indépendante de toute lésion visible. Et c'est là que commence le problème. Parce que notre système médical, notre système social, notre culture entière sont construits autour d'une logique simple. On est malade, on se soigne, on guérit. La douleur chronique casse cette logique. Elle ne guérit pas toujours, elle fluctue, elle est imprévisible, elle est invisible de l'extérieur. Pas de plâtre, pas de cicatrice, pas d'examen biologique qui crie « Regardez, cette personne souffre !» Résultat, les personnes atteintes de douleurs chroniques vivent dans un entre-deux épuisant. Trop malades pour mener une vie normale, pas assez visiblement malades pour être crues et soutenues. Elles entendent « Vous avez l'air en forme pourtant, on ne trouve rien à vos examens, donc vous allez bien. C'est peut-être le stress. Il faut vous bouger un peu. » Elles traversent des années d'errance médicale avant d'obtenir un diagnostic. En France, pour la fibromyalgie par exemple, ce délai est en moyenne de 5 à 7 ans. 5 à 7 ans pendant lesquels on doute de soi, pendant lesquels on se demande si on est fou, pendant lesquels on souffre sans que personne ne valide vraiment cette souffrance. C'est dans ce contexte-là qu'arrivent les réseaux sociaux. Et on comprend immédiatement pourquoi ils ont représenté une révolution pour des millions de patients. Imaginez, vous venez de recevoir un diagnostic ou vous êtes encore en errance sans diagnostic, sans réponse. Vous ouvrez Facebook, vous tapez le nom de votre pathologie ou maladie dans la barre de recherche
et vous tombez sur un groupe de 10 000 personnes qui vivent exactement ce que vous vivez. 10 000 personnes qui ont entendu les mêmes phrases blessantes, traversé les mêmes portes de cabinet médical, pleuré les mêmes nuits d'insomnie douloureuse. Pour beaucoup de patients, ce moment est un tournant. Certains le décrivent comme le premier moment où ils se sont sentis vraiment compris. Pas par un médecin, pas par leur famille, pas par leurs amis, mais par des inconnus sur Internet qui avaient vécu la même chose. Ces communautés en ligne font quelque chose de fondamental. Elles valident la souffrance. Elles disent oui, c'est réel, oui, tu as le droit de souffrir, oui, ce que tu ressens existe, oui, tu n'es pas seul. Et cette validation, aussi simple qu'elle paraisse, elle peut littéralement changer le cours d'une vie. Elle peut empêcher quelqu'un de sombrer, elle peut donner la force de continuer à chercher, à se battre, à ne pas abandonner. Sur Instagram, des patients témoignent avec une authenticité remarquable. Ils montrent leurs journées difficiles, leurs jours où ils ne peuvent pas sortir du lit, leurs jours où ils réussissent à marcher 5 minutes et que c'est une victoire. Ils mettent des mots et des images sur quelque chose d'habituellement invisible. Ils créent du lien là où il n'y en avait pas. Ils éduquent aussi. Leurs abonnés, leurs proches, leurs familles ne se comprennent pas toujours. Qui ne comprennent pas toujours ce que vit réellement un patient douloureux chronique. Sur TikTok, des jeunes patients racontent leur quotidien avec une sincérité et parfois un humour qui désamorce la pesanteur de la maladie. Ces formats courts, accessibles, touchent des publics qui ne liraient jamais un article médical. Et YouTube offre des espaces de témoignages longs, approfondis, qui permettent à d'autres patients de se reconnaître, de mieux comprendre leur propre vécu, de se sentir moins anormaux. Je le dis clairement et sans ambiguïté, ces espaces ont une valeur réelle, profonde, irremplaçable. Ils comblent un vide que le système médical et social laisse béant. Et on ne peut pas parler des dérives des réseaux sociaux sans reconnaître d'abord ce qu'ils ont apporté à des millions de personnes que personne d'autre n'écoutait. Maintenant, on va parler de la partie 2. Et oui, il y a le revers de la médaille. L'autre face, désinformation, manipulation et piège. Maintenant, parlons de l'autre face du miroir. Parce qu'elle existe, elle est sérieuse. Les réseaux sociaux ne sont pas des espaces neutres. Ils sont des espaces conçus par des entreprises dont le modèle économique repose sur une chose. Capter votre attention le plus longtemps possible. Pas pour vous soigner, pas pour vous informer de façon équilibrée et nuancée, pour que vous restiez sur la plateforme, que vous cliquiez, que vous partagiez, que vous revenez le lendemain et le jour d'après. Et pour y arriver, les algorithmes amplifient ce qui génère des émotions fortes. La peur, la colère, l'espoir, la surprise. Ce qui est nuancé, complexe, incertain. Ce qui ressemble à la vraie vie médicale. Génère peu d'engagement. Ce qui est simple, tranché, prometteur ou effrayant, ça performe. C'est dans ce contexte que la désinformation sur la douleur chronique prospère. Faites le test demain matin. Tapez fibromyalgie ou douleur chronique ou syndrome douloureux régional complexe ou votre pathologie tout simplement. Sur TikTok, en quelques minutes, vous allez tomber sur des vidéos qui vous promettent une rémission grâce à un régime alimentaire particulier, à un complément alimentaire vendu avec un lien en bio, à une technique de respiration présentée comme révolutionnaire, à un appareil à 300 € disponible sur un site dont vous n'avez jamais entendu parler. Ces vidéos cumulent des centaines de milliers de vues. Elles sont bien filmées, bien montées, leur auteur a l'air sincère et bienveillant. Et le message est toujours le même. J'ai souffert comme vous, j'ai trouvé la solution, voici ce que vous devez faire. Le problème n'est pas que ces personnes mentent nécessairement. Le problème, c'est que ce qui a fonctionné pour une personne dans un contexte précis ne peut pas être présenté comme une solution universelle. La douleur chronique est une réalité extrêmement hétérogène. La fibromyalgie, par exemple, n'est pas la polyarthrite rhumatoïde, n'est pas le syndrome douloureux régional complexe. La lombalgie chronique n'est pas la douleur neuropathique. Et même au sein d'une même pathologie, chaque patient est différent. Ce qui soulage l'un peut aggraver l'autre. Or, les réseaux sociaux ne sont pas construits pour la nuance. Ils sont construits pour le message simple. Et le message simple sur la douleur chronique, c'est très souvent « la médecine conventionnelle ne vous aide pas,
Voilà ce que les médecins ne vous disent pas. Voilà la vraie solution. Ce discours de défiance vis-à-vis du corps médical, je le comprends. Parce que ce corps médical a effectivement failli des millions de fois vis-à-vis des patients douloureux chroniques. Mais il est dangereux quand il pousse des gens à abandonner des traitements qui fonctionnent, à se tourner vers des pratiques non éprouvées en remplacement d'un suivi médical, à dépenser des sommes importantes pour des produits sans efficacité prouvée. En France, la douleur chronique est déjà un terrain particulièrement fertile pour les thérapies alternatives non validées. Pas parce que les gens sont naïfs ou crédules, mais parce que la médecine conventionnelle n'a pas toujours de réponse satisfaisante à leur offrir. Parce que l'errance dure des années. Parce qu'on leur a trop souvent dit que c'était dans leur tête, qu'il fallait faire avec et qu'il n'y avait rien à faire. Alors, quand quelqu'un arrive avec une solution simple et un témoignage touchant, l'audience est là, elle est vulnérable. Il y a aussi un autre piège dont on parle moins. La pression sociale au sein même des communautés de patients. Ces groupes créés pour soutenir peuvent parfois générer des dynamiques difficiles. La comparaison, d'abord. Moi, j'ai réussi à faire du yoga ce matin, et l'autre qui ne peut pas se lever se sent encore plus en échec, encore plus inadéquate. La douleur chronique fluctue de façon imprévisible. Ce qui est possible un mardi peut être impossible le mercredi. Et les réseaux sociaux capturent mal cette réalité-là. On oublie ces bons jours plus facilement que ces mauvais jours, ce qui crée une image faussée même dans les communautés de patients. Il y a aussi parfois une forme de radicalisation autour de certaines convictions, alimentaires, thérapeutiques, médicales, qui peut devenir enfermante. Des groupes où remettre en question le protocole du groupe est mal vu. Des espaces où la pression de conformité remplace la liberté de chercher ce qui convient à chacun. Et je tiens bien à dire à chacun. On est tous différents, notre douleur est différente. On ne ressemble à personne d'autre. Et puis il y a ce que j'appelle l'identité maladie. Ce phénomène où certaines personnes construisent toute leur présence en ligne autour de leur pathologie. Je ne juge pas. Parfois c'est une façon de survivre, de trouver un sens, de transformer la souffrance en quelque chose d'utile. Mais parfois aussi, ça peut freiner le travail d'acceptation et d'adaptation qui est pourtant au cœur de la vie avec une douleur chronique. Quand la maladie devient toute l'identité, il devient très difficile d'envisager une vie qui ne soit pas entièrement définie par elle. Partie 3. Mais alors, comment naviguer des repères concrets ? Alors, comment s'y retrouver ? Comment utiliser les réseaux sociaux de façon utile et protégée quand on est patient douloureux chronique ? Je vais vous donner des repères concrets, pas de grandes théories. Le premier repère, c'est la source. Chaque fois que vous lisez une information sur votre maladie, posez-vous une question simple. Qui parle et pourquoi ? Un patient qui témoigne de son vécu personnel, c'est précieux et ça a une vraie valeur. Mais c'est un témoignage individuel, pas une vérité universelle applicable à tous. Un professionnel de santé identifiable, avec des références vérifiables qui citent des études, c'est différent d'un compte anonyme qui vend un complément alimentaire dans la même vidéo qui vous informe. Un site institutionnel, INSERM, HAS, CHU, n'a pas les mêmes intérêts qu'un influenceur dont le modèle économique repose sur votre clic. La règle simple. Si une information vous promet une guérison rapide et simple, méfiez-vous. La douleur chronique par définition est complexe. Les réponses simples méritent d'être questionnées. Le deuxième repère, c'est votre ressenti après. Est-ce que vous sortez d'un groupe en ligne en vous sentant un peu moins seul, un peu plus compris, avec des pistes à explorer ? C'est bon signe. Est-ce que vous en sortez régulièrement épuisé, angoissé, convaincu que votre situation est désespérée et qu'aucun médecin ne vous aidera jamais ? C'est un signal. Vous avez le droit de choisir vos espaces. Vous avez le droit de quitter un groupe qui ne vous fait pas de bien, même si l'intention du groupe est bienveillante. Le troisième repère, c'est la place du médecin. Les réseaux sociaux peuvent vous aider à identifier des questions à poser à votre médecin, des pistes thérapeutiques à explorer ensemble, des associations de patients à contacter, des ressources à lire. Ils ne peuvent pas remplacer un suivi médical. Jamais. La décision thérapeutique, arrêter un traitement, en commencer un nouveau, essayer une approche complémentaire, ça se discute avec un professionnel qui vous connaît, pas avec un algorithme qui vous connaît seulement à travers vos clics. Et le quatrième repère,
peut-être le plus important, c'est de ne pas rester seul avec ce que vous trouvez en ligne. Parlez-en à votre médecin, à un soignant de confiance, à un proche, à une association. La désinformation prospère dans l'isolement. Elle a beaucoup moins de prise quand on peut en parler avec quelqu'un qui nous connaît. Alors, partie 4, ce que j'en pense moi. Je vais vous dire ce que j'en pense vraiment. Je suis infirmière, donc depuis 1994, j'ai arrêté le métier d'infirmière depuis 2019. J'ai accompagné donc des centaines de patients. Et je suis moi-même une patiente ressource en douleur chronique. Je parle donc de ce sujet depuis les deux côtés. Et je sais ce que c'est d'être désespéré, d'avoir fait le tour des médecins sans réponse satisfaisante, d'avoir envie de croire à une solution qu'on vous présente avec conviction sur un écran. Surtout que j'ai souffert du syndrome douloureux régional complexe, une maladie qui est rare et très mal comprise par le milieu médical. Ce que je pense des réseaux sociaux et de la douleur chronique, c'est ceci. Ils ont ouvert un espace de parole qui n'existait pas. Ils ont permis à des millions de personnes de ne plus se sentir seules. Ils ont fait avancer la reconnaissance sociale de maladies que la médecine mettait sous le tapis. Et pour ça, ils ont eu un rôle historique. Je ne le nie pas, je ne le minimise pas. Mais ils ont aussi créé un écosystème où la vulnérabilité des patients est une ressource économique, où votre désespoir de guérir est monétisable, où l'algorithme ne fait pas la différence entre une information médicale fiable et une promesse de guérison vendue à 49 € par mois. Et ça, c'est inacceptable. Pas parce que les patients sont faibles ou crédules, mais parce qu'ils méritent mieux. Parce qu'une personne qui souffre depuis 10 ans, qui a été renvoyée de cabinet en cabinet, qui a appris à douter d'elle-même, cette personne mérite d'être entourée d'informations honnêtes et de soignants qui l'écoutent vraiment. Pas d'un algorithme qui lui vend de l'espoir. C'est pour ça aussi que j'ai créé Sérénie Café. Donc c'est mon association qui vient en aide aux patients douloureux chroniques et à leurs aidants familiaux. Et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, pour créer des espaces où la parole est libre, où l'information est honnête, où personne ne vous vend quoi que ce soit. Des espaces où on peut dire « je ne sais pas » sans perdre en crédibilité. Où on peut dire « ça ne guérira peut-être pas » sans abandonner l'idée qu'on peut aller mieux. Parce que mieux et guéri, ce n'est pas la même chose. Et cette nuance-là, elle change tout. Voilà pour cet épisode de Chronique de l'invisible. Si ce que vous venez d'entendre vous a parlé, partagez-le. Pas seulement aux personnes qui souffrent, aussi à leurs proches, à leurs familles, à ceux qui ne comprennent pas encore ce que c'est de vivre avec une douleur qu'on ne voit pas. Parce que changer le regard de la société sur la douleur chronique, ça commence comme ça. Une conversation à la fois. Le prochain épisode, on donnera la parole à des patients pour l'errance médicale qu'on aurait dû faire aujourd'hui. Mais malheureusement, j'ai rendez-vous avec des témoignages, avec des patients, en vrai, en réel, pas avant la semaine prochaine, pas avant le 3 juillet même. Parce que personne ne raconte la douleur mieux que ceux qui la vivent. Je suis Corinne Cliquet, chronique de l'invisible. À bientôt!